Retrouvez Manger c'est voter avec le concours général agricole. Bonjour, nous sommes juste sous le mont Puigmal, ce sommet qui coiffe le plateau de la Cerdagne où nous nous trouvons, à la frontière de l'Espagne. Ah, je vous ai donné des indices. Oui, aujourd'hui, Manger c'est voter. Et dans les Pyrénées-Orientales, les PO, comme on les surnomme. Et nous allons visiter ce beau département entre les Pyrénées et la Méditerranée en compagnie de Jean Sol, sénateur LR, qui pense que le rugby, c'est le paradis. Et pas seulement. Oh, excusez-moi, monsieur le sénateur, ça m'est monté à la tête. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ouais, merci de m'accueillir ici dans cette Mecque du rugby. Vous, ancien rugbyman, Tout à fait. dans l'équipe première de Perpignan, Oui. bah, ça me fait quelque chose. Quand vous jouiez, c'était entre quelle année et quelle année? C'était entre 79 et 83 que j'ai porté les couleurs de ce club. Et il est évident qu'on travaillait dans le même temps. On ne gagnait pas sa vie à l'époque. Nous n'étions pas des professionnels comme aujourd'hui, donc nous avions notre travail. J'ai démarré ma carrière en tant que professionnel de santé, mais en tant que soignant. Jean Sol, quelles sont les routes qui mènent au Sénat? Comment est-ce que ça a démarré? Alors écoutez, ça a démarré localement. Donc j'étais conseiller municipal dans ma commune, puis adjoint pendant quelques années. Et puis j'ai décidé de me présenter au suffrage pour être dans un premier temps conseiller général, puis conseiller départemental. Et là, j'ai été élu un 4e mandat de conseiller départemental. Et puis en 2017, écoutez, je me suis dit pourquoi pas, en tout cas être candidat à l'investiture pour me présenter aux élections sénatoriales. Et donc bien m'en a pris, puisque j'ai donc été élu en 2017. Et donc réélu, là, il y aura bientôt 2 ans à la rentrée. Alors, 2 métiers. Vous travaillez dans le secteur médical élargi. Au sein de l'hôpital de Perpignan. Aujourd'hui, le changement climatique impacte évidemment énormément l'agriculture, on va le découvrir. C'est quoi, au fond, l'enjeu ici? L'enjeu, l'agriculture, qui comprend viticulture, arboriculture, maraîchage et les éleveurs, dont on parle peu, c'est un de nos piliers économiques, en même temps que le tourisme, que nous souhaitons valoriser. Partez devant, faites-moi une passe et puis on va aller se promener ensemble. Si je l'attrape pas, oh, cadrage, raffut, débordement. Je vous propose tout d'abord d'aller à la cantine scolaire de Bourg-Madame pour goûter la cuisine maison de Christine. Puis, de saucisse en saucisson, nous découvrirons l'élevage porcin en plein air et la charcuterie fermière de Xavier, avant de poursuivre vers le sud jusqu'à Collioure, la perle catalane, et sa spécialité emblématique, les anchois de la famille Roch depuis plus de 150 ans. Les anchois au sel, ça donne soif. Nous nous intéresserons au domaine Sol Perret, à Aisne, avant de clore la boucle en cuisine avec Franck Séguret au Clos des Lys à Perpignan. Mais d'abord, direction la Cerdagne et le bel élevage bovin de Christian Taillant. J'ai l'impression qu'on a plutôt de la chance. Il y a de l'herbe bien verte, ça veut dire qu'il a plu. Cette année, on a eu un peu de pluie. Ouais. Ce qu'on n'a pas connu ces dernières années. C'est pour ça qu'on vient vous voir, Christian, pour parler de ce problème majeur de la sécheresse en montagne, qui est normalement une zone qui n'est pas touchée. Et à l'origine, c'est toujours ce qu'on a eu dit, qu'en montagne, on était privilégié, qu'on n'aurait pas des sécheresses, mais ces dernières années, on a bien connu l'inverse, et vraiment l'inverse. On a fait les frais d'une sécheresse inédite. Exactement. En 2023, moi personnellement et tout le plateau, on n'avait jamais connu ça comme le département. Logiquement, plus on monte en altitude, plus il y a de neige sur les sommets, de l'eau qui coule et des pluies plus abondantes qu'en bas près du littoral. C'est ce qui s'était dit, mais le climat a changé. Et ça, cette année, c'est favorable. 2022, c'était compliqué. 2023, une catastrophe. 2023, à tel point qu'on ne pouvait plus nourrir les bêtes avec nos herbages.
Ah non, en 2023, une exploitation comme la mienne, on avait dépassé les 700 tonnes de pertes. On peut le comptabiliser en balles de foin, parce que c'est là où ça fait froid un peu dans le dos. Mon exploitation, elle tourne entre 2500 et 2800 balles par campagne. 2023, 500 balles. Ouais, il manquait 2000 balles de 500 kilos. Qu'est-ce que ça coûte une balle de foin? De 40 ou 45 euros par balle. D'accord. 2023, j'ai acheté pour plus de 700 tonnes de fourrage. Quand vous achetez zéro, ça fait une note astronomique. 2024, j'ai acheté pas loin de 800 à 900 balles rondes de fourrage. Et parce qu'on n'est toujours pas rentré dans un cycle normal sur notre territoire. Une année terrible, quoi, avec des conséquences, séparation des bêtes. Ça. En termes économiques, on a dû se séparer de 50 vaches sur le troupeau que l'on a. Ouais. Quand on s'est rendu compte de la véritable catastrophe, on s'est posé la question comment on allait pouvoir nourrir nos bêtes. Passer par des crédits, c'était hors de question. Donc il a fallu décapitaliser, il a fallu acheter quand même pour nourrir le reste qu'on gardait. Ça mobilisait les éleveurs de se battre parce qu'on avait quand même un système assurantiel qui était mis en place, qui était complètement défaillant parce qu'on n'a pas été indemnisé par nos compagnies d'assurance. À hauteur de vos pertes. À hauteur de nos pertes. De toute façon, ça a été vite réglé. Les assurances ont indemnisé personne. Aucun expert n'est passé. Ça a été un long combat et il n'est pas terminé. Non, c'était un long combat. Heureusement que monsieur le sénateur était à nos côtés. Et un groupe d'éleveurs a décidé d'attaquer les compagnies d'assurance pour que ce système se modifie. On nous a demandé de nous assurer, on l'a fait. Donc le sinistre est là, on demande à ce que ça nous soit... Vous êtes indemnisé voilà, à hauteur de vos droits, quoi. Exactement. Vous dites, j'ai décapitalisé. La décapitalisation, c'est donc vendre vos vaches. Exactement. Quand vous devez vous séparer d'un certain nombre de bêtes de votre cheptel, eh évidemment que c'est un crève-cœur, parce qu'elles sont là pour faire un cycle de 8 à 10 ans, 12 ans. Excusez-moi, mais on a parlé longtemps de l'impôt sécheresse pour aider les paysans, de primes qui étaient accordées, etc. On a parlé des assurances et ils n'ont pas tenu leur rôle, d'accord. Mais les pouvoirs publics? Alors on a pu obtenir une enveloppe, mais il n'a pas été facile de la dispatcher, quoi. Ça a permis surtout de fédérer un groupe d'éleveurs sur notre plateau, qu'on ne fasse pas la première page de l'Indépendant sur un éleveur qui aurait fait quelque chose d'impensable. Qui aurait commis l'irréparable, comme exactement. on dit. Oui, parce qu'il y en a qui avaient le moral... Oui, on a fait de nombreuses réunions où on avait des éleveurs qui étaient à bout. Combien de temps allez-vous mettre à vous en remettre économiquement? Maintenant, voilà, il faut 4, 5, 6 ans pour remettre l'exploitation sur son rythme économique de croisière. Mais entre-temps, on a d'autres combats, donc c'est l'eau, c'est vital. C'est le stockage de l'eau qui nous permettra d'avoir des perspectives beaucoup plus positives que ce qu'on a vécu les 3 années précédentes. Il ne faut pas croire que c'est derrière. Non. Non, parce que ça va revenir. Donc il faut qu'on anticipe pour que 2026 ou 2027, les premiers stockages d'eau voient le jour sur notre territoire. Monsieur le sénateur, on est en Cerdagne ici. Il y a Bourg-Madame, plus précisément, et nous allons à la rencontre de Daniel Armisen, le maire de la commune, qui va nous montrer le fonctionnement de sa cantine, qui est une des rares cantines en restauration non concédée. Non concédée, ça veut dire que ce n'est pas un grand groupe de restauration collective Tout à fait. qui les sert, mais une cuisine autonome. Tout à fait. Tout est fait sur place. Bonjour. C'est un vrai plaisir. Bonjour, cher Daniel. Monsieur le maire. Monsieur Ferniaud, c'est un plaisir de vous recevoir. Si vous voulez bien me suivre. Bonjour, je vous présente l'équipe de cuisine, Christine et Axel. Bonjour. Ah, Christine, reine de la saucisse, j'arrive à la bonne heure. Bah, ils ont de la chance, hein, les gamins ici, de manger de la saucisse de Cerdagne. Alors, c'est vous la chef ici? Oui, cuisinière, oui. Vous avez travaillé d'abord dans la restauration? Dans la restauration, et après j'ai bifurqué dans la restauration collective. C'est intéressant parce que c'est la volonté généralement d'une municipalité ça a été la volonté de dire du maire. nous on ne veut pas travailler, Daniel, avec, je dirais avec des groupes de restauration collective. D'abord pour avoir une assurance que ce que mangent les enfants est de qualité. La loi Egalim vous impose 20% de bio, vous êtes au-dessus vous ici. On est à 34. 34? Oui. Ce sont des produits locaux, c'est du circuit court. Christine, à combien revient le repas ici en coût de matière première? Un coût de matière première à peu près à 1,70. 1,70? Oui. Il faut noter aussi que, par exemple, la viande du porc,
Oui. Il est abattu sur place? Alors, on a la chance ici, en Cerdagne, d'avoir un abattoir. C'est produit ici, ça descend sur Perpignan, c'est transformé à Perpignan et puis ça nous remonte par les fournisseurs. Oh, mais c'est compliqué, ça, monsieur le sénateur. Ah bah, on marche un petit peu sur la tête. C'est pas facilitant. On sait que le locavorisme, c'est important dans des cantines vertueuses. Mais si on est obligé d'envoyer le porc se faire transformer ou découper simplement d'ailleurs, hein, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un marché dérogatoire enfin, En l'état, ça paraît compliqué. Hein. Oui. En l'état. En l'état, c'est-à-dire C'est les protocoles sanitaires surtout. Hein. Voilà, nous y sommes assujettis en fait. Assujettis, oui. Et là, très honnêtement... C'est vrai que ça prête à interrogation, effectivement. Ce normatif à outrance, il profite à l'industrie par rapport à l'artisanat. C'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, pour les territoires, quand on est en train de dire effectivement, on a besoin de respiration, d'autonomie, et que chaque territoire, vous l'avez dit, a une spécificité, une particularité, ces particularités doivent être une chance et non pas un inconvénient. Voilà. Et une contrainte, oui. C'est ça. Oui. Et puis c'est quand même une volonté manifeste de la commune d'investir parce que c'est beaucoup moins coûteux d'aller vers une cantine industrielle. On nous impose des règles qu'on n'impose pas à d'autres pays, dont on récupère aussi les produits quand même. Hein. Et on a pas mal d'exemples là-dessus. Oui, oui. Il faut que je vous dise que cette interview est un réel supplice parce que moi, j'ai l'odeur des saucisses depuis tout à l'heure et je vais craquer. D'ailleurs, je craque. Attendez, Axel, je vais vous donner un coup de main. Ah, c'est gentil. Hein. Oui, parce que je sens que vous avez besoin d'aide, surtout pour finir les saucisses. Ah, ben voilà. Salut les kikis. Oui, ils sont pas sauvages. Beau, toi. Oh, oui, t'as une bonne tête. Ouais. Vous aviez... Quel âge ils ont, là, les cochons qu'on voit, là? Alors celui-ci, donc 6 semaines. 6 semaines? Oui. Ils ont poussé en un mois et demi, parce que ça sort un peu un quart de ça, non? Oui. Donc là, 6 semaines, et ils partent vers 1 an, j'imagine? C'est ça. Si on prend un élevage traditionnel, on va être sur 3 mois et demi. Et là, on multiplie par 4 le temps d'engraissement jusqu'à l'abattoir. Ça a un coût, tout ça? Oui. Comment est-ce que vous le répercutez? C'est le fait de pouvoir transformer le produit, faire la vente directe et de revaloriser au mieux le produit. Vous voulez dire que, exactement comme un producteur laitier doit faire ses fromages, un producteur de cochon, de porc, doit faire la charcuterie, quoi, la salaison. Pour le porc plein air, oui. C'est la seule façon de s'en sortir aujourd'hui. Hélas, aujourd'hui, le conso acteur a tendance à aller dans les supermarchés et à oublier un peu l'artisanat, le local, le terroir. Il y a ce fait-là, et puis il faut dire que vous êtes anéanti par pas mal de charges aussi. Hein. Ouais. Vous parliez de l'électricité. Oui. Pourquoi ça demande beaucoup d'électricité, un élevage porcin? Oui, alors j'ai 250 mètres carrés qui sont réfrigérés en permanence, 0,4 degrés, donc du coup ça consomme. En prix de vente, on va être à 15-20% maximum supérieur. Donc on sert vraiment les coûts et ça demande énormément de travail. Donc si vous transformiez et vendiez du porc industriel, vous gagneriez beaucoup plus d'argent? Ah oui. Oui. Et plus de personnel et plus de confort. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Ça s'appelle l'éthique. Ah oui. C'est plus important pour vous? Oui. L'idée vraiment, c'était de produire en respectant la nature, en respectant l'animal et en respectant le consommateur. Il n'y a rien de pire que le cochon industriel. On le sent à des lieux à la ronde. Hein. Un bâtiment où il y a des porcs sur Caillebotis, ça sent très mauvais. Alors que là, il est évidemment en liberté. Le cochon, c'est pas un animal sale. Il a ses zones différentes pour manger, pour faire ses besoins, pour dormir. Et il respecte naturellement ces zones si on lui en donne les moyens. Alors Xavier, quand on rentre ici, ce qui est incroyable, c'est le parfum. Comme en montagne, on prend du bon air. Et en fait, c'est l'air du cochon. C'est l'air du cochon, de la l'air du salaison. cochon, bien fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, j'adore le boudin. J'ai envie de goûter. Hein, moi aussi. C'est possible? Allez-y, je vous en prie. Ah ouais, c'est formidable. Vous n'allez pas me regarder manger quand même, je vous en prie, quoi. Tapez dedans, je vous en supplie. Vous avez goûté celui-là, moi. Sinon, ça va me gêner.
Ah, monsieur le sénateur, c'est les fameuses barques catalanes de Collioure, ça. Écoutez, ça tombe bien puisque nous allons visiter la maison Roch, les papes de l'Anchois et Florent nous attend. Bonjour Florent. Et bonjour, vous allez bien? Bah super, bien sûr. Et bonjour. Bonjour Florent, merci. Alors merci de nous accueillir dans la carte postale de Collioure. Moi, ce que je voulais, c'est voir des anchois. Évidemment, tout a commencé ici, hein, pour votre famille, mais l'atelier ne se sauve pas ici. Non, on va y aller si vous voulez. Bah avec plaisir. Alors allons-y. Je vous suis. Venez voir Sophie, elle est en train de filoter justement. Ah, super. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ici? C'est l'ancien atelier, c'est ça? Exactement, l'ancien atelier de la maison Roch. On travaillait là jusqu'en 1998. Après, on est passé aux normes européennes et donc les usines sont dans les Hauts de Collioure. Monsieur le sénateur, l'anchois de Collioure. Emblématique et succulent. Emblématique et succulent. Et surtout, entreprise familiale, depuis 150 ans, c'est extraordinaire. Et surtout, dans un marché qui n'est pas très favorable, hein, parce qu'il y a beaucoup de concurrence à l'étranger. Et surtout, la matière première a fui le golfe du Lion. Oui, tout à fait. Donc en Méditerranée, en fait, c'est depuis les années 2000 qu'il y a pénurie européenne d'anchois. Et c'est à partir de ce moment-là où on a dû diversifier l'approvisionnement. Mais pourquoi, Florent? Parce qu'on n'a pas protégé la ressource? Alors, il y a dû avoir à une époque peut-être une gestion de la ressource qui n'était pas faite, un peu de surpêche, de la pollution, l'acidification des eaux, le réchauffement climatique. Vos anchois, en majorité, ils viennent d'Argentine maintenant, ils viennent de l'hémisphère sud. On est à peu près à 60% d'importation Atlantique du Sud Argentine. Ce qu'on met en avant, c'est vraiment les gestes, le savoir-faire. En fait, les gestes que vous voyez là, c'est les mêmes gestes qu'on faisait au Moyen-Âge. Ah oui, ça, je suis assez admiratif, Sophie, hein, de ce que vous êtes en train de faire. On peut parler un peu de concurrence? Bien sûr. En termes d'idées, en France, on travaille à peu près 500 tonnes d'anchois frais. En équivalent frais. En Espagne, on est dans les 40 000. Italie, 44 000. Maroc, 70 000. Mais la concurrence, ça motive. Alors déjà, il y a une émulation, effectivement, heureusement. Mais on n'est pas sur le même produit. Nous, on laisse le temps au temps. On apporte un soin particulier à la qualité. On n'est pas là pour rivaliser. On reste à échelle humaine. Et les connaisseurs d'anchois, c'est des grands-parents qui viennent avec les petits-enfants et qui disent aux petits-enfants, regarde, quand j'avais ton âge, je venais là déjà. Donc voilà, tout est dit, quoi. C'est ce lien, c'est plus qu'un produit qu'on vend. C'est une histoire, c'est de l'authentique, quoi. Alors, ah bah ça tombe bien, c'est l'heure de l'apéro. Je vous en prie, monsieur le sénateur. Allons-y alors. Toujours avec de l'œuf dur? Toujours. Poivron grillé, des œufs durs, une petite persillade, un filet d'huile d'olive et un peu de vinaigre de Baileul. Dans tous les cas, ça sent bon. Hein. Moi, Didier, j'ai vu que ça égrappait pas mal les rameaux, là. C'est la fameuse vendange verte, ça? Oui, tout à fait, c'est la vendange verte, donc, qui consiste à faire tomber quelques grappes sur chaque pied de vigne, de façon à ce que celle qu'on va conserver puisse profiter pleinement et qu'on aille chercher des arômes. Donc voilà. C'est comme sur les rosiers, alors, où on retire les petits boutons pour qu'il y ait une belle fleur. C'est tout à fait ça. On est dans une région qui est couverte de vignes du nord au sud du département. On a quand même une vraie richesse de terroir. Et puis vous parlez de la vigne, c'est vrai qu'on a un impact important et bénéfique pour l'environnement parce qu'on joue le rôle de pare-feu quand même. Il faut en être conscient. Malheureusement, l'an dernier, on a eu un feu quand même qui a été conséquent autour d'un village. Et la vigne a protégé le village. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il faut qu'on puisse pouvoir continuer à avoir de beaux paysages fleuris de vignes pour protéger le reste de l'environnement. On voit bien, la terre est sèche. Oui. Pour de l'argilo-calcaire, normalement, ça devrait coller au basque si on était dans une autre région. C'est le principal problème ici? Oui, là, on sort de 3 années de sécheresse, moins 50% l'an dernier de récolte par rapport à moins 30 l'année d'avant. Donc on est sur des rendements qui sont très très faibles pour nous concernant en bio. L'an dernier, c'est 12 hecto-hectares. 12 hectos 12 hecto-hectares, oui. C'est ridicule. Comment vous en sortez, vous, en dehors de la viticulture pure? Il faut se réinventer, hein. Le métier de vigneron ne suffit pas. On essaye de trouver en fait une solution pour faire venir les gens jusqu'à chez nous. On est quand même, comme vous l'avez vu, un domaine perdu au milieu de la nature, au milieu des vignes. Il faut savoir que nous, sur la terrasse du restaurant, la bouteille, elle est vendue au prix caveau.
Donc là aussi, sur la note, sur l'addition, c'est non négligeable. Les gens ont tendance vraiment à se lâcher un petit peu plus, ou sur le repas, ou sur les vins pris à table. Vous ne faites pas la culbute sur les bouteilles, comme dans la restauration traditionnelle. Non, c'est pas le but. Nous, vraiment, le but, c'est que derrière, ils repartent avec des cartons, parce que nous, ce qu'on veut, c'est d'abord vendre aussi notre produit, notre terroir, quoi. Il faut arriver à valoriser ces produits qui sont une fois de plus des produits d'exception. Il y a un mode de consommation qui change, il y a aussi les gens qui veulent venir à nous, qui veulent venir comprendre notre métier. Mais c'est un peu cette phase aussi de l'œnotourisme qui va permettre de faire découvrir aux gens comment on fait du vin. Alors moi j'ai une idée pour que vous puissiez vendre plus de vin. Dites-moi Vincent. On va aller le goûter et quand ils vont nous voir, ça va leur donner envie. Je pense que ça peut leur donner envie, c'est une très bonne idée. Allez, parfait. Donc ça, Didier, c'est un Rivesaltes hors d'âge. Tout à fait. C'est l'appellation hors d'âge? C'est ça veut dire quoi? Donc c'est un vin qui a passé minimum 5 ans en barrique ou en dame jeune. D'accord. Didier, quand on a des vins d'une telle qualité, on se dit que c'est quand même effarant qu'un vigneron ne puisse pas vivre du produit de sa vigne. Ce qui serait dommage, ça serait que les vignerons attendent des primes pour pouvoir vivre, des primes de sécheresse et toute autre chose. Les aides, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui nous fera vivre sur le long terme. Donc ce que nous, on veut, c'est perdurer et vivre sur le long terme du fruit de notre travail et de nos produits. Et de notre passion, surtout. Vous êtes en train de me dire que certains en seraient presque à attendre la sécheresse ou des inondations pour toucher des primes parce qu'ils sont à la gorge? Je ne sais pas s'il y en a qui en arrivent à ce point-là, mais je pense qu'effectivement, on peut l'imaginer. Parce qu'effectivement, notre viticulture est en souffrance. Donc, on le dit aussi, il est déjà prêt à arracher sa vigne, à arracher le fruit qu'il a planté, avec l'amour qu'il a mis dans cette vigne, ou que ses parents, ses arrière-grands-parents ont mis à planter cette vigne et à l'entretenir. Aujourd'hui, il en est à l'arracher. Donc, effectivement, on peut se poser des questions. Arracher sa vigne, c'est un peu comme tuer ses enfants qu'on a élevés, quoi. Aujourd'hui, c'est malheureusement nécessaire parce qu'effectivement, on est en surproduction par rapport à la demande, mais c'est vrai que c'est un vrai crève-cœur et ça, la profession le vit mal. Et malheureusement, certains en viennent à se suicider. Oui. Ben Jean, il commence à faire faim, comme on dit en bout de journée. Alors, à mon tour de vous emmener visiter un chef que vous connaissez forcément, c'est Franck Séguret, ici au Clos des Lys. Comment allez-vous? Heureux de vous recevoir à nous, on est heureux d'arriver, parce qu'on a faim. C'est normal, c'est la bonne adresse. On passe en cuisine avec monsieur le sénateur? C'est prêt, c'est chaud. Bon, Franck, on a équipé monsieur le sénateur. Il est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer là? En fait, ici, on a beaucoup de vignerons et on aime bien les tire-bouchons. Donc, ce qu'on va faire avec ces calamars, on va les inciser pour que ça fasse un petit tire-bouchon. On va venir à l'intérieur, pas à l'extérieur du calamar, mais à l'intérieur du calamar. Il est concentré, hein, Jean, je le sens. Hein. Jean, vous êtes concentré là? Oui, pas mal. Oui. Non, parce que vous pouvez nous mettre le déjeuner en l'air si vous ne le faites pas bien. Non, surtout que les calamars, on les prend en tapas. C'est pire que ça, c'est l'apéro. Donc, en fait, on va venir inciser délicatement notre calamar sans traverser. Quand on a fait ça d'un côté, eh bien, hop, on va venir le quadriller dans l'autre sens. Et là, ce que je fais maintenant, je vais venir carrément le couper dans la longueur. Et donc, je vais couper tout simplement. Ça va faire un tortillon. Voilà, un tire-bouchon. Les vignerons ont besoin de ça. Pour sauver un vigneron, il faut juste un tire-bouchon. Parce que l'élixir, il faut le boire. Mais maintenant, on va laisser faire notre... Monsieur le sénateur. Oui, j'écoute. Alors, il faut serrer un petit peu plus, hein. Bon, j'ai fait un petit peu de chirurgie. Hein. Monsieur le sénateur, vous avez fait ça toute votre vie. Rigolez. Alors, Franck, on va vous laisser terminer. Oui. On va aller s'asseoir un petit peu, parce que là, je sens qu'il est fatigué. Non, il a beaucoup bossé. Tout va bien. C'est pas la fatigue, c'est la chaleur. La belle chaleur qu'on a. Ah oui, parce que déplacez-vous, regardez. Jean. Là, si tu touches le dos, regardez là, derrière. Mais non, mais c'est pour tenir. On tient les sénateurs au chaud, nous. Allez, venez avec moi, on va aller s'asseoir au comptoir parce qu'il faut qu'on parle un petit peu. Jean-Sol, il faut que je vous dise, la première chose qui m'a frappé, c'est votre nom de famille. Vous incarnez par votre nom le département? Sol, c'est vrai que c'est la terre, hein, et puis sol, c'est le soleil, c'est-à-dire la lumière. Oui, et ici, c'est un peu ça, la dualité, c'est entre le soleil des touristes et la terre des agriculteurs. Tout à fait, qui sont nombreux. Lorsqu'on vous écoute, on voit qu'il y a des sujets qui vous touchent particulièrement. La détresse des agriculteurs, on l'a vu.
3 ans de sécheresse inédite, hein. D'ailleurs le seul département touché à ce niveau-là, avec des nappes phréatiques au plus bas niveau. C'est vrai que ça a quand même affecté pas mal notre viticulture, notre agriculture, nos maraîchers, nos arboriculteurs. Et on l'a vu tout à l'heure avec nos éleveurs. Oui, en Cerdagne. Alors, Jean, c'est peut-être à ce moment-là que le sénateur doit mettre son armure et partir au combat, quoi. C'est-à-dire porter la voix de son département, de ses agriculteurs. Je me suis mobilisé à leur côté et j'ai essayé, autant que faire se peut, de porter leur voix à Paris. Et je pense que c'est notre mission, c'est notre devoir. On a un grand débat en ce moment sur changer le nom de ce département. Moi, personnellement, qui suis de l'extérieur, j'aurais toujours milité pour Pyrénées-Roussillon. Vous, c'est pas votre avis, je crois. Moi, c'est Pyrénées-Méditerranée. Parce que la mer, c'est important de la rattacher. La mer est au pied de nos Pyrénées, et les Pyrénées sont au-dessus de la mer. Ah, ça sent bon. Oula. Qu'est-ce que nous... Oh, mais dis donc, ils ont drôlement évolué, ces petits calmars, là. On peut quand même remarquer qu'ils sont bien un tire-bouchon. Ah oui. Donc le vigneron peut être content, on a débouché la bouteille. Excellent. Je vous ai aussi fait des petits artichauts. Juste un peu frit comme ça pour les tapas, c'est bien pour l'apéro, pour démarrer aussi. Ouais. Merci encore. Merci à vous, Vincent. Merci, chef. Avec plaisir, merci. Merci, Franck. Merci. J'espère que vous aurez eu du plaisir à vous promener en notre compagnie dans les Pyrénées-Orientales. On se retrouve très bientôt sur le canal 8 sur Public Sénat ou sur la plateforme publicsénat.fr. À bientôt. On ne parle pas d'alimentation devant des porcs vivants. Ça les vexe. C'était Manger c'est voter avec le concours général agricole.